Et bien du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Hervé Moreau. Hervé est directeur de recherche au CNRS. Il a été ici au laboratoire Arago pendant longtemps directeur du labo de biologie. C'est un spécialiste des microalgues. Alors on vous dit souvent quand on vous parle de l'océan que les baleines bleues sont très très importantes, mais que tout ce qui est très très petit est également extraordinairement important, voire même encore plus. Et ben c'est ce dont va vous parler aujourd'hui Hervé, et sans déflorer du tout son propos, vous verrez que des choses, des organismes minuscules et encore plus que ça dans l'océan peuvent avoir des effets absolument majeurs au niveau global sur le climat de la planète Terre. Je n'en dis pas plus. À toi, Hervé. Merci Vincent. Donc je vais effectivement vous parler de microbes dans la mer, donc un océan de microbes et un petit peu de carbone aussi. Donc c'est une conférence que j'ai actualisée mais que j'avais déjà fait il y a 3 ans je crois ici, donc il y a peut-être des gens qui l'ont déjà entendu, mais enfin bon, je vais essayer d'apporter quelques nouveautés. Donc je crois qu'il y a un pointeur ici. Oui, voilà. Oui, donc en fait, quand on parle d'océan, on parle de poissons, souvent, on parle de beaucoup de choses comme ça, on parle de mammifères marins, on parle de fonds marins en général, avec souvent des belles photos, voilà, qui sont là, des macroalgues aussi, on parle d'éponges, de coraux, de tas de choses comme ça, on parle de navigation aussi, soit navigation de plaisance, soit navigation de commerce, donc il y a beaucoup de sujets, on parle de pêche bien sûr. On parle de balnéaire, évidemment, de la plage. Ben moi, je ne vais pas du tout vous parler de tout ça. Je vais vous parler de complètement autre chose. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans une goutte d'eau de mer. Donc, on va changer d'échelle. Donc, on va parler d'une goutte d'eau de mer. On va regarder un petit peu en détail ce qu'il y a dans cette goutte d'eau de mer. Et puis, on va essayer, à partir de cette goutte, de voir un petit peu ce que tous ces micro-organismes qui sont dans la goutte peuvent avoir comme influence au niveau global, au niveau de la planète. Alors juste 2 diapositives rapides, mais qui sont des généralités, c'est très très général, mais quand même des rappels. Bon, celle-là, c'est vraiment assez bateau, c'est donc les 3/5, les 3/4 de la planète sont couverts par l'océan. Et par contre, ce que peut-être donc on sait que la profondeur moyenne des océans, c'est 4000 mètres à peu près en moyenne, donc il y a des variations. On va s'intéresser, nous, aujourd'hui, à une zone très particulière, qui est la zone dans laquelle la lumière pénètre, donc les 200 premiers mètres à peu près de l'océan, ce qu'on appelle la zone photique. Donc on va se focaliser un petit peu dans cette zone-là. La deuxième particularité, donc généralité, c'est les définitions. Donc qu'est-ce que c'est que le phytoplancton? Parce qu'on va parler beaucoup de phytoplancton. Donc le plancton, d'abord, qu'est-ce que c'est que le plancton? On définit le plancton comme tous les organismes qui peuvent être d'une certaine taille, qui vont dériver au fil des courants sans pouvoir vraiment se déplacer par eux-mêmes. C'est ça un petit peu le plancton. Donc il y a différentes classes de taille, et ça c'est des choses qui sont très utilisées en biologie marine, parce qu'on fait des filtrations. Donc ça permet d'avoir différentes catégories d'organismes, au moins au point de vue de la taille. Alors le phyto, en fait le phyto, c'est des organismes planctoniques qui sont capables de faire de la photosynthèse. Alors la photosynthèse, je vais juste passer quelques secondes dessus, parce que c'est vraiment la réaction chimique qui est à la base de la vie, qui produit toute biomasse sur Terre. Donc ça veut dire que la photosynthèse, c'est fait par les plantes, et c'est fait par les microalgues dont on va beaucoup parler, c'est-à-dire qu'en utilisant l'énergie lumineuse ici, du gaz carbonique, donc du CO2, et de l'eau, on va faire des sucres. Et ça, c'est la base de toute vie et de toute production, ce qu'on appelle la production primaire de biomasse. S'il n'y a plus cette réaction dans les plantes ou dans les microalgues, il n'y a plus de vie sur Terre, c'est clair. Donc c'est vraiment la base de tout. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Et donc le phytoplancton, je vous ai défini tout à l'heure, est responsable de la très très grande majorité de la production primaire dans les océans. Donc la production primaire, c'est la création de biomasse réellement à partir de cette réaction. Alors, la photosynthèse dans l'arbre de la vie, ça c'est juste pour vous situer les choses. En fait, ces microalgues, c'est quoi? Alors, dans ce grand arbre de la vie, il y a 3 grandes branches, donc des bactéries, des archées, et puis ce qu'on appelle des eucaryotes, qui sont des cellules
un petit peu plus complexe, je ne sais pas si on peut le dire, mais avec des compartiments intracellulaires. Donc vous avez ce qu'on appelait avant les algues bleues, qui sont en fait des cyanobactéries, qui sont capables de faire de la photosynthèse, et avec deux grands genres majeurs dans l'océan, Prochlorococcus et Synechococcus. Et si vous prenez les eucaryotes, ici, alors les eucaryotes, c'est une couronne en fait, d'organismes extrêmement diversifiés. Juste pour vous mettre ici, donc vous avez, voilà, ici c'est les animaux, ici c'est les champignons, ici c'est les amibes, ça fait un grand groupe ici. Là, vous avez les embryophytes, c'est les plantes, toutes les plantes terrestres sont là. Et puis là, vous avez les algues vertes, là vous avez les algues rouges, et puis vous avez d'autres algues, ici les diatomées, les algues brunes, etc. Et en fait, on se rend compte que la photosynthèse dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette réaction qui est à la base de la vie, en fait, elle est faite dans toutes les lignées. Il y a des organismes qui font de la photosynthèse, sauf chez les champignons, les métazoaires et les amibes. Sinon, il y a de la photosynthèse dans toutes les autres lignées ici. Donc c'est vraiment une fonction qui est très diversifiée au niveau phylogénétique, mais qui s'est un peu répandue dans l'arbre de la vie et qui est essentielle, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour la production de biomasse. Alors, juste quelques photos pour illustrer. Donc ça, c'est des cyanobactéries pour vous montrer que c'est des organismes microscopiques, unicellulaires, mais qui peuvent avoir des formes quand même extrêmement diverses. Vous voyez ici, vous avez des diatomées, par exemple, qui sont là. Ici, vous avez des petites algues vertes qui sont là, sur lesquelles on travaille beaucoup ici, à Banous d'ailleurs. Ici, vous avez des coccolithophores, donc c'est très très joli. C'est une seule cellule recouverte de petites écailles de calcaire qui sont là. J'en reviendrai tout à l'heure sur ces organismes. Vous avez les dinoflagellés, il y en a ici dans la Nouvelle Banous, il y en a toute une collection qui sont là. Donc vous voyez des formes extrêmement diverses. Quand on les regarde en microscopie, ça c'est de la microscopie électronique à balayage, donc des formes très très diverses. Alors pour étudier ce phytoplancton en général, notamment au niveau global, en fait ce que je voudrais faire, c'est avec le fil un petit peu de l'exposé, c'est de vous montrer comment il y a eu 3 révolutions technologiques qui ont quand même complètement changé la donne dans les études sur le phytoplancton au cours des 20 ou 30 dernières années. Donc la première, c'est la détection satellitaire. C'est-à-dire que vous avez des satellites qui tournent autour de la planète ici et qui vont être capables d'enregistrer l'émission de fluorescence à partir de la chlorophylle. C'est-à-dire que vous avez la lumière du soleil qui éclaire la planète ici, et notamment les océans, ou l'océan, pardon. Et donc, quand ces organismes photosynthétiques qui ont des pigments comme la chlorophylle vont pouvoir réémettre de la fluorescence qui peut être enregistrée par des satellites. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des images globales au niveau de la planète, de la distribution et des abondances de phytoplancton au niveau de la planète. Donc ça va donner des images comme ça. Donc là, vous avez le globe, enfin, tous les continents. Et vous avez en rouge les zones où c'est très abondant, et plus c'est bleu-violet, plus c'est pauvre. Donc vous voyez qu'il y a des zones qui sont des déserts, c'est en général le milieu des océans, et puis vous avez des zones extrêmement riches, qui sont souvent les zones côtières, évidemment, parce qu'il y a des apports côtiers, et ça correspond d'ailleurs aux grandes zones de pêche dans le monde. Alors ça, c'est une vision statique, mais si vous allez sur le site web de la NASA, il y a voilà, vous avez ce genre de choses. C'est-à-dire que ça, vous avez un petit chronomètre qui est là, ça va de, je crois, 97 à 2005, avec les mois qui passent, les années, donc les saisons. Et vous voyez aussi bien sur les continents que sur les océans, vous voyez la variation de chlorophylle dans les océans au cours du temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a quand même beaucoup changé la donne. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des observations locales, on essayait de généraliser. Ici, on a une vision globale des choses et dynamique, donc sur des périodes assez longues. Donc voilà, ça quand même... Voilà, alors en plus, ce qui a été... Bon, ça c'est l'échelle d'abondance en fait. Hein. Vous voyez, quand c'est rouge, c'est très abondant, quand c'est violet, c'est très pauvre. Donc vous avez par exemple ici l'hémisphère sud du Pacifique, enfin le bassin sud du Pacifique qui est extrêmement pauvre, ce qu'on appelle une zone très oligotrophique. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Alors juste 2 choses, ce phytoplancton en fait, qui est composé uniquement de micro-organismes, en fait, il produit 50% de la biomasse sur la Terre, enfin sur la planète. C'est-à-dire que ça va produire autant de biomasse que toutes les plantes forêts réunies sur les continents. C'est extrêmement important en termes de quantité, alors que ce sont des micro-organismes.
La deuxième chose qui va faire la différence avec les plantes et sur les continents, c'est que cette population mondiale de phytoplancton est en moyenne renouvelée chaque semaine. Donc il y a des dynamiques de population qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez sur les continents, où en général on considère que pour renouveler toutes les plantes sur les continents, il faut plusieurs années, alors qu'ici, c'est chaque semaine, l'ensemble du phytoplancton mondial est renouvelé. Donc c'est extrêmement dynamique, et ça c'est très particulier au phytoplancton. Donc 50% de la biomasse primaire produite dans l'océan par ces micro-organismes, quasiment. Il y a quelques macroalgues, mais en termes de quantité au niveau de la planète, c'est essentiellement le phytoplancton. Et alors ce qui est intéressant, c'est que classiquement en écologie, on vous présente les chaînes trophiques avec une base ici très large, qui est la production primaire, et puis ensuite, au fur et à mesure des niveaux trophiques, donc de prédation, ça se rétrécit ici. Le problème là, avec le phytoplancton, c'est que ça produit 50% de la biomasse primaire, mais en fait on se rend compte que ça ne représente que 1% de cette biomasse. Donc là, on ne peut pas avoir une base très très large là, et en fait on est obligé de changer un petit peu la représentation qu'on en a en faisant quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous avez une base très, très étroite ici, mais qui va alimenter toutes les chaînes trophiques, puisque vous avez une dynamique extrêmement grande, et donc en fait ce qui est important, ce n'est pas la masse que vous avez là, mais c'est la dynamique qui produit chaque jour ou chaque semaine suffisamment de biomasse pour pouvoir nourrir toutes les chaînes trophiques. Donc d'un point de vue étude, c'est quelque chose de différent entre les systèmes terrestres et les systèmes océaniques. Ça c'est voilà. Alors ensuite, la deuxième chose, je crois que Gabi en parlera beaucoup plus tout à l'heure, mais je vais juste quand même dire ça. Donc il y a ce qu'on appelle les pompes physiques et biologiques dans l'océan, c'est-à-dire des systèmes qui vont absorber le CO2 de l'atmosphère et qui vont le stocker dans l'océan. Donc il y a deux types, c'est le type physique, donc j'en parle pas beaucoup parce que Gabi le fera certainement beaucoup mieux que moi tout à l'heure, donc où il y a à la fois de la dissolution du CO2, surtout de la dissolution du CO2, et puis divers mécanismes qui permettent de stocker du CO2 à l'intérieur de l'océan. Par contre, ce qui est au niveau du phytoplancton, ce qui se passe, c'est que vous avez ce genre, donc toujours, je reviens à cette photosynthèse, donc ce qui se passe, c'est que le CO2 qui est utilisé dans la photosynthèse, il est pris dans l'atmosphère, donc ça pompe du CO2 de l'atmosphère, et ça va faire des sucres. Mais parallèlement, vous avez ces organismes, qu'ils soient photosynthétiques ou non, qui respirent. C'est-à-dire que là, vous avez exactement la réaction inverse. C'est-à-dire que la respiration va produire du CO2 à partir des sucres pour avoir de l'énergie, pour que ces organismes se développent et puissent vivre, tout simplement. Donc c'est un bilan entre les deux qui fait que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici donc, du captage de CO2 par cette photosynthèse, donc par ces micro-organismes ici. Alors il y a toute une boucle ici microbienne dans laquelle je ne vais pas trop rentrer, qui fait qu'en fait, il y a toute une transmission dans différentes chaînes trophiques et dans une boucle microbienne qui va relarguer du CO2, mais moins que ce qui a été pompé ici. Une partie du CO2 qui va peut-être pouvoir être dissous et surtout du matériel particulaire qui va pouvoir sédimenter et qui va pouvoir être stocké dans les sédiments de l'océan. Et donc c'est là que vous voyez que vous avez un puits de carbone, c'est-à-dire que du CO2 atmosphérique va être pompé par ces micro-organismes et qui va ensuite être sédimenté ici et stocké d'une façon géologique. Ça peut aller sur des milliers d'années, je vais y revenir. Une deuxième façon de stocker du CO2 par ces micro-organismes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a toute une catégorie de petites algues, donc des unicellulaires, toujours c'est microscopique, qui ont ces petites écailles ici, qui sont là, puis il y a des foraminifères aussi. Et ça produit une réaction chimique qui fait qu'avec du calcium, ça va produire ici du CaCO3, c'est-à-dire du calcaire. Donc le CO2 de l'atmosphère va pouvoir être pompé par ces micro-organismes et faire du calcaire. Et ça donne quoi? Sur des temps géologiques, bien sûr, ça donne quoi? Ça donne ça. Les falaises d'Étretat, les falaises de Douvres, c'est du CO2 qui a été piégé dans l'atmosphère au niveau géologique. Et donc c'est ça le puits de carbone, c'est ça, en fait, quand on parle du puits de carbone. Et donc il y a un équilibre subtil qui doit être respecté entre la respiration, la photosynthèse et les concentrations atmosphériques de CO2, de manière à ce que le système puisse fonctionner correctement. Donc voilà. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand on regarde ces cartes satellitaires-là, puis c'était connu même avant, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des zones HNLC dans l'océan, c'est-à-dire High Nitrate and Low Chlorophyll. C'est-à-dire qu'il y a ici des zones où il y a les nutriments nécessaires, mais pourtant, il n'y a presque rien, c'est presque des déserts.
Alors on sait, pendant longtemps, on n'a pas donc voilà, toutes ces zones-là, tous les milieux de bassins océaniques qui sont là, en fait ils sont en violet, c'est un désert océanique d'un point de vue du phytoplancton et en général du reste d'ailleurs. Donc là, la question qui se pose, c'est pourquoi c'est un désert comme ça, alors que finalement il y a les nutriments pour pouvoir se développer. Et en fait, ce qui a été, il y a eu de nombreuses études là-dessus, qui ont montré que c'était le fer. Pour le fer qui est apporté par les continents, par les poussières, etc., par les fleuves, et donc au milieu des bassins, si je reviens en arrière, au milieu des bassins, le fer il est quasiment absent, il n'est pas là. Et donc, voilà. Et pourquoi le fer? Parce que je reviens à la photosynthèse, notamment, aussi à la respiration. Les molécules qui sont responsables de la photosynthèse et qui sont dans les membranes des chloroplastes, les thylakoïdes, en fait, toutes ces molécules ont besoin d'atomes de fer pour fonctionner, enfin beaucoup. Donc la photosynthèse, c'est un système qui demande beaucoup de fer au niveau atomique. Et donc s'il n'y a pas de fer, même si tous les nutriments sont là, les nitrates, les phosphates et tout ce que vous pouvez imaginer, le carbone bien sûr, eh bien ça ne fonctionne pas parce que la photosynthèse ne peut pas se faire, de même que la respiration d'ailleurs. Alors il y a eu des expériences qui ont été faites, moi je me souviens c'était dans les années 2000, au début des années 2000, où les gens ont dit on va faire l'expérience, c'est-à-dire qu'on va mettre de la limaille de fer dans ces zones qui sont désertiques, et on va voir si ça pousse. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre d'expériences. Donc il y a eu plein de choses qui ont été faites au niveau sur assez grande échelle, en fait, où il y avait du relargage de limaille de fer ici dans l'océan, suivi satellitaire, parce qu'évidemment il y a des dérives des courants, et on voit très bien qu'en 2 ou 3 jours, il y a un développement extraordinaire, une efflorescence de phytoplancton qui se développe, et puis ensuite d'autres ciliés ou autres prédateurs qui vont se développer derrière. Alors il y avait même un océanographe à l'époque qui est décédé depuis, qui avait dit « Donnez-moi un tanker de fer et je vous fais un nage de glace ». C'était assez marrant, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était on va ensemencer les océans avec du fer, le phytoplancton va se développer, la pompe à carbone va marcher à fond, le puits de carbone, ça va stocker comme ça, et on va pouvoir enlever le CO2 de l'atmosphère, et donc le climat va se refroidir. C'était ça l'idée. Et c'était, c'est très provoquant, mais quelque part, il y avait quand même une idée, à tel point que moi j'ai retrouvé des articles des années 2000, 2001, 2002, où des startups s'étaient lancées, notamment en Californie, pour justement proposer au gouvernement américain, mais pas que, en fait, d'ensemencer les océans avec le fer pour stimuler la pompe à carbone. Donc, voilà. C'est des choses qui sont abandonnées depuis pour des tas de raisons, à la fois des raisons techniques, parce que c'est quand même pas très simple à faire. En plus, les gens se sont rendus compte que c'était pas si simple, parce que c'est vrai, on stimule le phytoplancton, mais derrière, on stimule la respiration, parce qu'il y a plein de ciliés ou d'autres organismes qui se développent, et donc le bilan n'est pas forcément évident. Et puis, pour des raisons un petit peu éthiques, parce que l'océan, particulièrement au milieu des bassins océaniques, est considéré comme une zone sauvage, une zone vierge, et donc il n'est pas question, en fait, de cultiver l'océan comme on cultive les continents, finalement, parce que c'est ça l'idée qui est derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'idée, quand même, ça existe toujours. Il y a toujours des idées de gens qui disent il faudrait stimuler d'une façon ou d'une autre la production de phytoplancton pour baisser les quantités de CO2 dans l'atmosphère, pour donc stimuler le puits de carbone. Quand on parle de captage de CO2, alors, il y a des procédés industriels, chimiques, mais ça fait partie aussi de ça, et il y a des discussions. Moi, j'ai assisté il y a quelques jours encore à une discussion à Paris de gens qui prônent en fait, ce genre d'approche pour développer le puits de carbone. Donc c'est encore d'actualité. Alors juste pour vous dire que ces micro-organismes, ils ne sont pas si invisibles que ça. Vous voyez, ça peut faire des efflorescences, alors soit des algues, des efflorescences rouges, vertes, brunes, il y a pas mal de choses. Ça, c'est le sud de l'Angleterre vu par satellite. Donc c'est une zone de 200 km² à peu près, donc c'est quand même des choses à grande échelle qui se développent. Ça, c'est la baie de Sydney, juste avant les Jeux Olympiques. Alors je ne dis pas pour les organisateurs, quand ils ont vu arriver ça, c'était un peu stressant. Voilà, donc des blooms comme ça. Alors c'est des blooms qui sont pas forcément toxiques, mais qui souvent pompent l'oxygène dans le milieu et donc vont créer des mortalités importantes d'animaux marins en général. Alors ça, c'est voilà. Et puis alors, ça c'est intéressant. J'ai trouvé cet article il n'y a pas très longtemps. C'est un article de 2015 dans une revue économique. C'est Journal of Development Economics. En fait, où les gens ont essayé de faire une corrélation
entre les zones de pêche dans 109 régions littorales différentes du monde et la piraterie. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les années où les pêches étaient mauvaises, il y avait plus de piraterie que les années où les pêches étaient bonnes. Et ils l'ont corrélé avec les abondances de phytoplancton et ils se sont rendus compte qu'il y avait une très bonne corrélation. C'est-à-dire que les années où il y a beaucoup de phytoplancton, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de pêche, il y a peu de piraterie. Les années où il y a peu de phytoplancton, il y a peu de poissons, il y a peu de pêche, et donc il y a beaucoup de piraterie. Et il y a une excellente corrélation sur 109 régions du globe. Donc là encore, comment ces micro-organismes peuvent avoir un impact sur les sociétés, en fait. Donc voilà, ça c'est assez étonnant. Et en fait, j'ai retrouvé plusieurs autres articles qui sont un petit peu dans la même veine, ou qui montrent un petit peu comment, finalement, les événements de société humaine sont impactés par les concentrations de phytoplancton dans les différentes zones côtières. Alors en plus, ils ne sont pas toujours inoffensifs, hein, donc ça c'est assez connu ici, parce qu'on a des élevages d'huîtres et de moules dans la région, et puis pas que dans la région, en France aussi. Et c'est-à-dire qu'il y a certains organismes qui vont produire des toxines. Alors, il y a des toxines qui sont très très variables ici. Bon, par exemple, ici, il y a un grand classique dans les temps de l'Eucate, c'est l'inophysis, qui est souvent présent, qui a amené des interdictions de récolte des huîtres, par exemple. En fait, ce qui se passe, c'est que ces huîtres, ou ces moules, vont se nourrir par filtration, vont se nourrir avec ces micro-organismes qui sont toxiques, qui produisent des toxines, mais les filtreurs eux-mêmes ne vont pas être intoxiqués parce qu'en général, ils font une modification chimique, une estérification, notamment de l'acide oxalique, qui est par là-bas. Et donc, une estérification, ils le stockent dans leur hépatopancréas. Eux ne sont pas trop gênés par ça, pas du tout. Mais vous, par contre, quand vous cuisinez vos moules, ben voilà. Parce qu'en fait, vous désestérifiez la toxine et donc c'est là que vous êtes malade. Et ça, c'est très fréquent, c'est un grand classique. Et donc, en France, on a la chance d'avoir un réseau assez efficace de surveillance, qui est le réseau REFI, géré par l'Ifremer, et qui, tout le long de la côte, surveille ces efflorescences toxiques potentiellement, de manière à interdire les ramassages et la commercialisation. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais là, il y avait la station de Sète qui, à l'époque, font toujours ces analyses, et c'est eux qui, en fait, prenaient la décision via le préfet, mais c'est eux qui annonçaient les interdictions de commercialisation. Et le collègue me disait, ça c'était en 95 ou 16, je crois, on est arrivé un matin, le labo était démoli. Parce que les souscripteurs étaient tellement mécontents que, voilà, donc alors maintenant c'est les préfectures qui font ça. Ça évite d'avoir des labos démolis. Voilà. Alors ça c'était la première révolution, la révolution satellitaire. Je vais passer plus vite sur les deux autres. Mais c'est très important, c'est ce qu'on appelle la cytométrie en flux. La cytométrie en flux, c'est un appareil qui est présenté ici. En fait, le principe, c'est très simple, ça a été utilisé et mis au point dans les hôpitaux pour compter les cellules sanguines, par exemple. Et vous avez un flux de liquide qui passe, et les particules, ça peut être n'importe quoi, des cellules ou des petites particules, vont être mis à la queue leu et vont passer par un faisceau laser ici, et on va pouvoir analyser un certain nombre de caractéristiques sur ces cellules, donc leur fluorescence, leur taille, etc. Donc ça, c'est, voilà, et on peut les plier, c'est-à-dire qu'on peut faire une petite impulsion électrique qui fait qu'on va pouvoir les dévier du flux et donc les recueillir dans tel tube ou tel tube. Donc ça donne des schémas comme ça, vous voyez, vous avez des points ici, des nuages de points qui correspondent à des communautés différentes de phytoplancton, par exemple. Alors le phytoplancton s'y prête très bien parce qu'il est fluorescent, donc on peut enregistrer la fluorescence. Alors la troisième, en fait, ce que je vous présente, la deuxième et la troisième, parce que c'est un petit peu couplé, c'est ce qu'on a appelé la génomique environnementale, qui a démarré 2001-2002, mais pour l'océan. Et voilà, alors c'est quoi? C'est vous prenez de l'eau de mer, vous prenez, je sais pas, 100 litres, 200 litres d'eau de mer, vous la filtrez à différentes tailles, de manière à avoir les organismes qui sont sur le filtre et qui correspondent à une gamme de tailles. À partir de là, sur ce filtre, vous allez extraire l'ADN qui est là, vous allez le séquencer, vous allez par bioinformatique l'analyser, etc. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'organismes qu'on ne connaissait pas, parce qu'ils n'étaient pas cultivables, ils n'étaient pas cultivés, et donc on a découvert plein de micro-organismes qu'on ne connaissait absolument pas. Et par exemple ici, c'est le premier article qui est sorti en 2001, où tout ce qui est en bleu, c'était des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque.
donc qu'on a rajouté dans les lignes. Alors là, c'était intéressant, mais alors là, ce qui est amusant, enfin, qui était intéressant, c'est qu'on se retrouvait en fait avec... Alors au début, c'était juste un gène qu'on séquençait, puis maintenant, on séquence des génomes entiers, donc c'est différent. Et on se retrouve en fait avec plein d'informations génétiques sur ces organismes, c'est-à-dire qu'on a leur génome, on sait quels sont les gènes, on sait quels sont probablement leur métabolisme, comment ça fonctionne, mais on ne les a jamais vus, on ne les a jamais en culture, on ne sait pas, on ne les a pas. On a plein d'infos, mais on ne les a pas. Donc voilà. Et alors en fait, ça va même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que maintenant, ce qui se fait, c'est de la cellule unique, c'est-à-dire que vous prenez toujours votre cytomètre, là, dont je parlais tout à l'heure, voilà, et vous pouvez, au lieu de récupérer des groupes de cellules comme ça en les triant, vous pouvez avoir une seule cellule, et vous pouvez séquencer son génome et avoir plein d'infos sur cette cellule. Donc c'est exactement ce qu'il y a là. Et alors, qu'est-ce que ça donne en plus comme information? Vous avez votre cellule qui est là, vous avez le noyau, donc vous allez avoir son génome. Puisque vous avez votre cellule, vous avez son génome. Et vous allez avoir aussi tous les morceaux d'ADN qui correspondent aux proies. Si c'est par exemple un hétérotrophe, un phagotrophe qui va manger des choses, donc on peut avoir l'ADN des proies. On peut avoir aussi les virus, par exemple, qui l'infectent, donc on peut avoir les virus, etc. Et ça a été fait. Ça a été publié dans Science sur les picobilifites, où il y a 3 cellules qui ont été analysées ici. Et vous voyez qu'en plus du génome de l'algue, on peut voir tout ce qu'elle a mangé ici. Et puis là, on voit que il y a un trait, donc ça veut dire que ça irait beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire c'est de l'ADN d'un virus qui était multiplié dans la cellule. Donc ça veut dire que là, on a des informations sur le patrimoine génétique de cette cellule, donc de cet organisme. On sait ce qu'il mange, ou à peu près. On a une idée, tout au moins. On sait quels sont les virus qui peuvent l'infecter, mais on n'a toujours pas la cellule. Donc voilà. Et en fait, on en est un petit peu là, quelque part. Et finalement, un des défis maintenant qui reste, je reviendrai dans la dernière diapo en conclusion, un des grands défis qui est difficile, c'est d'essayer d'identifier ces organismes et surtout de les cultiver. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que c'est long, c'est pas toujours bien valorisable en termes de carrière et de publication pour les laboratoires qui le font. Et donc, c'est quelque chose de difficile. Je sais que nous, à Banyuls, on a commencé à le faire, mais on n'est pas les seuls, loin de là. Mais c'est des projets à long terme. Mais je crois que c'est absolument important d'avoir ce genre d'approche. Alors, en plus, c'est couplé à des expéditions océanographiques. Je vais quand même parler de ces expéditions, donc je vais en parler de 2. Donc vous avez peut-être entendu parler, c'est le GOES pour le Global Ocean Survey, qui est une expédition, une mission océanographique américaine essentiellement, et TARA, qui est plus récent, qui est une mission européenne, essentiellement française, TARA phytoplancton, parce que TARA, c'est un ancien nom d'un bateau. Alors, en ce qui concerne le GOES, donc ça a été initié par un monsieur qui s'appelle Greg Venter, qui était l'homme en concurrence quand il y a eu le séquençage du génome humain, et qui avait son yacht, qui est là, et avec ce yacht, au début tout au moins, a fait le tour du monde sur plusieurs années. Et tous les 200 ou 300 000 marins, il a prélevé de l'eau de mer, il a séquencé, et pour essayer d'avoir une idée de la diversité des micro-organismes dans la mer. Alors lui, il s'est focalisé, parce qu'à l'époque c'était plus facile, sur les bactéries, enfin disons les prokaryotes en général. Donc c'est plus petit, donc c'est plus facile à séquencer. Et puis plus récemment, donc il y a l'expédition TARA, qui a été pareil, qui a fait le tour du monde, partie de l'Orient, la Méditerranée, la mer Rouge, etc. Et puis qui a fait aussi l'Arctique, qui est là. Donc c'est des expéditions c'est le même principe, c'est-à-dire que donc il y a des points de prélèvement qui sont répartis tout le long du trajet. Donc c'est des trajets qui durent plusieurs années, avec des renouvellements d'équipage évidemment. Et donc pareil, on prend de l'eau de mer, on filtre, on identifie par séquençage, et puis dans TARA, ce qu'il y avait aussi beaucoup, c'était de l'imagerie, de la microscopie, qui permet aussi d'avoir quand même une visualisation de ce qu'il y a dans l'eau de mer. Donc tout ça réuni, donc ces missions océanographiques couplées au satellite, parce que pour déterminer les points, les observations satellitaires, les points de prélèvement, les observations satellitaires sont importantes, et puis couplées à la cytométrie, et puis au séquençage en masse, permettent d'avoir des résultats. Donc c'est ça, le couplage de ces 3 révolutions, en fait, a quand même changé un petit peu la façon
de faire de la microbiologie marine depuis une vingtaine d'années, avec donc les observations satellitaires, la cytométrie en flux et le séquençage. Et l'objectif est le couplage avec des missions océanographiques aussi. Le couplage étant de décrire cette diversité microbienne marine. Alors juste pour vous dire, ça a donné lieu donc à des articles assez prestigieux, donc c'est dans des grandes revues internationales, donc Science en 2015, où c'était un numéro spécial, où il y a eu les résultats de l'expédition Tara, et puis très récemment, là, dans le journal Cell, où là, je ne sais pas si vous voyez le titre de l'article, c'est en anglais, mais en fait c'est sur les virus marins, et c'est de pôle à pôle, c'est-à-dire que c'est la diversité marine du pôle Nord au pôle Sud. Donc c'est l'ensemble de la planète. Et ça, c'est sorti le 16 mai dernier. Donc c'est tout récent. Et ils ont fait la couverture de celle-là. Voilà, je voudrais finir donc, en 5 minutes par quelque chose. Ces communautés phytoplanctoniques, elles sont régulées par des paramètres physico-chimiques qui sont là, par des paramètres biotiques et surtout par quelque chose ici que je voudrais illustrer, c'est des virus. C'est-à-dire que ces micro-organismes peuvent être contrôlés par des virus. C'est-à-dire que la mer, c'est je crois ici, voilà, la mer, c'est plein de virus. C'est-à-dire que vous avez dans 1 millilitre d'eau de mer, donc 1 millilitre c'est tout petit, hein, c'est même pas une cuillère à soupe, vous avez entre 3 millions et 100 millions, 100 millions de virus. Dans chaque millilitre d'eau de mer, donc c'est quelque chose de très important. C'est des virus qui ne sont absolument pas pathogènes pour l'homme, c'est des virus de l'environnement qui vont attaquer les micro-organismes pour beaucoup de bactériophages. Alors ces virus, oui ça je vais passer, pardon. Comment on les met en évidence, ces virus? C'est en fait assez simple, vous prenez des cultures de microalgues, ici vous avez une culture de microalgues, donc quand ça pousse bien c'est vert, enfin vert jaune, il n'y a pas de problème. Et puis vous mettez de l'eau de mer que vous avez prélevée, que vous avez filtrée de manière à éliminer tout ce qui est gros et une porosité de la taille des virus, et puis vous mettez dedans et vous voyez. Et si ça détruit la culture, c'est qu'il y a une activité lytique, c'est ce qu'on appelle, et donc il y a probablement des virus, et donc on peut aller plus loin dans l'analyse pour essayer d'isoler ces virus. Et c'est ce qu'on peut faire, on peut les cultiver sur des géosmoles ici, donc vous avez des plages de lyse. Et alors ces virus, c'est ici un cycle typique, vous avez une microalgue qui est là, et vous avez un virus qui s'attache là, au temps zéro. 4 heures après, vous ne voyez plus rien, parce que le virus est rentré à l'intérieur, mais il n'est pas visible. 6 heures après, vous voyez les virus là, qui sont là, qui commencent à se développer ici, à l'intérieur de la cellule. Et 8 heures après, la cellule est détruite. Donc là, vous avez une lise. Donc c'est quelque chose de très rapide avec un cycle de quelques heures. Donc ça va très vite, et surtout, à partir de 1 virus ici, vous produisez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de virus. Donc ça se multiplie très très vite. Bon, c'est le principe. Alors, je reviens sur ce schéma que je vous montrais tout à l'heure de la pompe biologique à carbone ici, donc ça pompe du CO2, etc. Donc tout ça, c'est bien modélisé, enfin plus ou moins, mais enfin, c'est quand même très modélisé par des tas de connaissances sur les flux, parce que finalement, ce qui est important pour quantifier tout ça, c'est avoir une idée des flux aux différentes étapes ici. Et là, quand on a réalisé qu'il y avait beaucoup de virus dans le milieu marin, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des flux qu'on ne connaissait pas, c'était la lisse virale, et c'est ce qu'on a appelé le chunk viral ici. C'est-à-dire que ici, vous avez vos populations de micro-organismes, et en fait, s'il y a ici une activité virale importante, ça va complètement shunter toutes les chaînes trophiques ici, pour alimenter soit la respiration, soit au contraire une sédimentation plus importante selon les cas. Et donc, la quantité de lisse virale ici est un paramètre extrêmement important pour modéliser cette pompe à carbone et donc quelque part pour modéliser le climat. C'est-à-dire que quand on vous dit en 2050 ou en 2100, il n'y aura plus beaucoup de gens, d'experts qui ont dit ça en 2100 pour dire si c'était vrai ou pas, mais quand on vous dit en 2100 le climat va augmenter de 2 degrés en moyenne, de 3 degrés ou de 4 degrés, ça dépend évidemment de tous ces modèles et des flux qui sont là. Donc c'est extrêmement important de connaître ces flux en termes quantitatifs, de manière à pouvoir modéliser. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment ces micro-organismes en général, et encore plus petits les virus, peuvent influer sur le climat à long terme. Voilà, et là, les flux
disons, de la liste virale en général dans l'océan commencent à être connues, mais il y a encore pas mal d'incertitudes, et là il y a pas mal de travaux là-dessus pour essayer de bien l'estimer. Alors juste pour terminer, je crois que c'est ma dernière diapositive, ça va monsieur le directeur, juste pour vous montrer pourquoi c'est important. En fait, quand vous regardez de l'eau au microscope ou quand vous faites ce qu'on appelle du barcoding, c'est-à-dire par biologie moléculaire pour voir, il y a des espèces qui sont très abondantes localement et puis des espèces qui sont extrêmement rares. Alors si vous faites ici, si vous les rangez, c'est-à-dire en fonction de leur abondance, donc l'espèce numéro 1 qui est là est très abondante, c'est haut, et puis la numéro 2 un peu moins, la numéro 3, etc. Donc ça baisse. Et puis quand vous arrivez par là, c'est des espèces qui sont très peu abondantes, voire quasiment pas, extrêmement rares. Donc c'est un modèle où il y a ce qu'on appelle ici des populations actives, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'environnement où tout va bien, elles ont un environnement favorable, donc elles se développent bien, donc elles sont abondantes. Et puis celles-ci sont dans un environnement moins favorable, donc elles sont peu abondantes. Mais c'est extrêmement important de les garder, celles-là, parce que si l'environnement change, et on sait qu'en mer il peut changer très vite, ces espèces qui étaient là, qui étaient à l'aise dans l'environnement et qui étaient très abondantes, vont être beaucoup moins à l'aise dans le changement d'environnement, et ça peut se jouer, quand on a vu les dynamiques de population, ça peut aller très vite. Donc ces espèces-là vont se retrouver en conditions défavorables, et donc vont en fait arriver là, c'est-à-dire qu'elles vont être très peu abondantes. Et par contre, des espèces qui étaient là, qui dans l'environnement numéro 1 étaient défavorisées, dans l'environnement numéro 2, elles vont être favorisées, elles peuvent venir là. Donc en fait, cette biosphère rare est extrêmement importante, parce que c'est une réserve, quelque part, pour que l'écosystème s'adapte aux changements environnementaux, et particulièrement en milieu marin, où ça change très vite. Alors, et les virus dans tout ça, les virus aussi, c'est intéressant, parce que c'est un modèle qui a été fait, qui s'appelle Kill the Winner, c'est-à-dire qu'on tue le gagnant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ceux qui sont très abondants se développent trop, parce que sinon ils vont envahir tout, et ils vont déséquilibrer complètement le système. Et ce qu'on voit très vite, c'est que dès qu'une population devient extrêmement abondante, on voit très vite, mais en 2-3 jours, en 4 jours, on voit des virus qui se développent et qui vont en fait empêcher la population de se développer trop vite, et donc va ramener un petit peu ces populations dominantes dans des proportions convenables. Voilà, donc les questions d'aujourd'hui, j'en ai listé quelques-unes ici, donc sur les quantifications spatio-temporelles du phytoplancton, je crois que c'est toujours d'actualité. Beaucoup de travaux actuellement sur les interactions entre les espèces et les catégories de micro-organismes, c'est aussi par exemple le micro-virus, mais pas que. Oui, ça c'est un petit peu particulier, et puis sinon, en ce qui concerne l'analyse virale, à la fois connaître sa diversité et puis connaître son importance. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose d'essentiel dans l'océan, ou est-ce que c'est quelque chose marginal, je crois pas, mais disons de moins important que ce qu'on pense. Donc ça, c'est pas encore tout à fait tranché. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, et juste pour vous dire qu'on est là. Question. Ah si, il marche. Question dans la salle. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. C'est un petit détail. Bon, d'abord, merci pour l'exposé qui était extrêmement clair. Oui, dans les algues microalgues qui se sont révélées toxiques pour les baigneurs, il n'y a pas un Ostreococcus qui traînait par là, non? Il n'y a pas eu quelque chose? C'est pas Ostreococcus, c'est un autre micro-organisme qui est un dinoflagellé, en fait, qui a été identifié à côté de Nice, mais aussi au large de Marseille, qui était toxique parce qu'il produisait effectivement une toxine qui, en fait, bon, c'est un micro-organisme qui reste, qui est épiphyte, en fait, qui vit sur les algues, donc très proche des plages, ou qui se développe sur le sable ou sur les rochers. Je ne me souviens plus de son nom, c'est... Rodolphe Lémé. Comment? Oui, c'est Rodolphe Lémé à Villefranche qui étudie ce micro-organisme, et qui produisait notamment aussi la toxine pouvait alors soit développer des allergies, effectivement, ou soit par des aérosols aussi, donc quand on respirait. J'ai une question, Hervé, c'est
est-ce qu'il y a des gens qui regardent l'effet des microplastiques ou des nanoplastiques sur le compartiment phytoplancton? Et qu'est-ce qu'on pense de ça? Ouais, alors, phytoplancton, peut-être pas vraiment spécifiquement, parce que en plus, ça tombe bien, parce que là, j'étais la semaine dernière à Créteil, où il y avait une grande réunion de beaucoup de scientifiques, en fait, sur le GDR, polymère et océan, donc sur les plastiques. J'ai assisté à pas mal d'exposés. Il y a beaucoup de choses sur les micro-organismes et les plastiques, ça oui. Maintenant, sur le phyto plus particulièrement, justement, j'ai été un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, je pense que c'est une piste à creuser pour proposer, peut-être, c'était une des questions que j'ai posées d'ailleurs, de savoir un petit peu comment se comportait le phyto sur les microplastiques ou nanoplastiques. À ma connaissance, c'est pas très bien connu. Hein. Peut-être Gabi, tu peux avoir des... Et je peux rajouter quelque Bien chose. sûr. Dans le cadre de Tara, nous avons pas mal prélevé en Méditerranée. Et d'ailleurs, au large de Bagnos également. Et on a vu qu'il y avait, bien sûr, microplastiques, macroplastiques et fibres. On a vu énormément de développement de cyanobactéries filamenteuses, benthiques, qui sont donc des bactéries mais photosynthétiques sur le plastique de surface. Ça veut dire que pour moi, on a mis avec le plastique flottant un couvercle sur la mer, sur ces organismes qui normalement doivent migrer vers le fond, mais qui peuvent tranquillement remonter avec des bulles d'air, s'accrocher sur ce substrat qui est totalement propice. Beaucoup de diatomées sur les fibres. Donc, ce substrat qui est hydrophobe est très propice à être colonisé. Et donc, distribuer toute cette population qui n'a pas à avoir lieu quelque part là-bas. Donc, c'est une dispersion très rapide. On ne voit pas pourquoi les organismes photosynthétiques ingéreraient du plastique. Excusez-moi. Les organismes photosynthétiques fabriquent leur matière organique à partir de la lumière et des séléniums. Ah oui. À part ceux qui font de la phagocytose, qui ingèrent des particules, on ne voit pas pourquoi le phytoplancton absorberait du plastique. Après qu'il serve de support pour que C'est ça. Oui, tout à fait. Qu'il puisse servir que les fibres, le plastique puisse servir de support comme n'importe quoi. N'importe quelle particule peut servir de support. Voilà. Et c'est vrai que ce que dit Gabi, c'est très favorable à la colonisation. Oui, c'est ça, c'est des organismes qui sont dans le fond normalement et qui peuvent s'approcher. Je ne pensais pas forcément à manger, effectivement. Alors, merci Yannick, c'était super. Il y a un travail qui a été fait récemment sur des pêcheries en Namibie et au Chili. Quand on pêche tous les poissons pélagiques, donc on élimine tous les petits pélagiques, les sardines, les anchois, les chinchards, les harengs, disparaissent. Donc la prédation qu'ils exercent normalement sur le zooplancton s'effondre. Et le zooplancton explose. Il mange tout le phyto, et donc il réduit la capacité de l'océan à figer de gaz carbonique. Donc surpêcher peut changer de climat. Et c'est là qu'on voit en écologie, en fait, qu'on est sur des systèmes de corrélation partout qu'on n'imaginait pas du tout, parce que ça se fait à des échelles gigantesques. Hein. On sort 5 millions de tonnes de petits pélagiques, et bien on arrive à ces résultats-là qui sont quand même assez inquiétants. Ouais, mais regarde, moi j'ai la solution. Outre qu'on va mettre du fer dans l'océan, on va balancer des tonnes d'antiviraux dans l'océan, donc il y aura moins de virus, donc plus de plancton, et donc la pompe à carbone va marcher mieux. La solution c'est technologique, c'est bien connu. C'est les mêmes qui mettent des particules dans l'atmosphère pour réduire les effets de CO2. Et là on va à la catastrophe. Alors, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent, enfin, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Moi j'ai été contacté par un fonds d'investissement il n'y a pas longtemps, pas un petit, qui envisage, ou tout au moins se pose des questions. Ça fait peur, ils ont toujours pas compris. D'autres questions? Oui, non, mais je ne voyais pas. Merci, excusez-moi, c'est une question béotienne, mais pour le grand public, on nous explique qu'il vaut mieux manger justement ces tout petits poissons, sardines, etc., parce qu'ils sont moins pollués, puisqu'ils sont plus petits. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on nous incite à donc en surconsommer, ce qui incite à en surpêcher, alors que ça, cette incidence néfaste qui vient de nous être expliquée? Oui, là, j'ai pas vraiment de réponse à ça. On avait calculé des proportions. On avait dit qu'il faut laisser dans l'océan 30% pour ce qui n'est pas humain. Et là, ça marche. Ça veut dire que l'humain peut chaque année extirper 70% de la biomasse de ces pélagiques
Laissons 30 pour le non-humain. Et récemment, avec la direction des pêches à Paris, je me suis encore accroché avec eux, parce qu'ils voulaient qu'en France, ce soit 20-80. Alors qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça a été admis, on ne pêche pour continuer ces stocks-là, on en prend 70% et le système fonctionne. Mais il ne faut pas les prendre tous, bien évidemment. Et ça, c'est une idée sur laquelle il faut insister sans arrêt, quand même. C'est que l'océan, qui est une machine absolument formidable, est d'une productivité immense. Donc, on peut réussir à l'exploiter, entre guillemets, durablement. C'est juste une question d'organisation. On ne va pas changer notre niveau de vie radicalement. Mais il faut juste qu'on apprenne à le faire durablement plutôt qu'à piller. Mais on peut le faire. Le pire, c'est que c'est pas si difficile que ça. Mais ça rentre pas. C'est vrai. Ouais. Alors, le problème aussi, c'est vrai que la pêche, particulièrement en Europe, c'est beaucoup des espèces sauvages, mais maintenant l'aquaculture se développe beaucoup, notamment en Asie. Mais c'est pas évident non plus l'aquaculture. Il y a énormément de pollutions annexes qui sont là, et donc ça n'a rien d'évident non plus. Encore des questions? Eh ben, merci beaucoup. Merci. Hervé.